À Monte-Claros, dans le nord du Minas Gerais, la chaleur accablait même les ombres. La poussière rouge des routes ne semblait jamais se déposer, et les maisons en briques crues assistaient en silence au temps qui passait lentement. Dans la périphérie de la ville, dans le quartier de Villa São Francisco, vivait Mariana Alves Ribeiro, 32 ans, professeure d'histoire au lycée et fille d'agriculteur. Cheveux châtains, lunettes à monture fine, sourire discret. Ceux qui la connaissaient diraient que Mariana était le genre de femme qui préférait les livres aux gens. Mais derrière cette tranquillité se cachait une cicatrice profonde, enfouie dans le temps, qui attendait le bon moment pour s'ouvrir. 16 ans plus tôt, le jeune frère de Mariana, Gabriel, alors âgé de 14 ans, avait été brutalement assassiné. Son corps fut retrouvé sur les rives du Rio Verde, nu, avec des signes clairs de torture et de violence sexuelle. L'auteur, un homme influent de la ville, Alaer Mendes Braga, un fermier, propriétaire de stations-service et parrain de politiciens locaux. Malgré les rapports d'experts, les témoins indirects et les preuves circonstancielles, l'affaire fut classée pour manque de preuves concluantes. La mère de Mariana mourut un an plus tard, consumée par la dépression. Le père, qui se levait auparavant au chant du coq, commença à boire jusqu'à l'effondrement. Mariana, elle, ravala ses larmes, termina ses études et jura en silence qu'un jour le nom de Gabriel Ribeiro résonnerait. À nouveau à Montes Claros. Mariana n'a jamais parlé ouvertement de la mort de son frère. À l'école, quand les élèves lui demandaient pourquoi elle portait toujours un petit collier avec la lettre G, elle se contentait de sourire. Elle a passé des années à se forger une réputation de femme réservée mais dévouée. Elle est devenue connue pour sa manière ferme d'enseigner, pour ses cours sur les dictatures et la justice sociale. Mais personne n'imaginait qu'en sortant de l'école, Mariana passait des heures à étudier des dossiers judiciaires, à analyser des cartes de la ville, à créer des itinéraires alternatifs, et surtout, à surveiller Alaer. Depuis 2018, elle avait créé de faux profils sur les réseaux sociaux, et même un système pour intercepter les ordures de sa ferme. Tout était noté. Date, horaire, visiteurs, boisson préférée. Chaque détail serait utile. Alaer, maintenant âgé de 62 ans, restait impuni et arrogant. Il était plus gros, ses cheveux blancs toujours lissés avec du gel bon marché, et une voix de colonel de campagne qui intimidait encore. Il fréquentait le même restaurant de grillades tous les vendredis et avait l'habitude de sortir avec de jeunes filles, toujours blondes, toujours soumises. Mariana observait tout de loin, parfois assise dans sa voiture, le moteur éteint pendant des heures. En janvier 2025, elle décida qu'elle était prête. Il n'y aurait ni pardon, ni dénonciation, ni réseaux sociaux. La justice que l'État lui avait refusée, elle la prendrait de ses propres mains. L'occasion se présenta un vendredi étouffant, le 14 février 2025. Alaer, comme à son habitude, quitta le restaurant Porcão Mineiro vers 23 heures, au volant de sa Corolla noire, les vitres ouvertes et l'arrogance au volant. Mariana savait déjà qu'après le dîner, il emmenait généralement les filles dans une ferme isolée, héritée de son père, aux confins de Coração de Jesús. Elle avait tout planifié avec précision. Elle utiliserait une vieille camionnette qu'elle avait achetée à Januaria avec une plaque d'immatriculation falsifiée, des vêtements sombres, des gants et une seringue contenant de l'étorphine, un sédatif vétérinaire qu'elle s'était procuré des mois auparavant par l'intermédiaire d'un ancien élève en technique agricole. Le plan était simple, intercepter Alaer sur la route rurale, le séduire, l'emmener au même endroit où Gabriel avait été retrouvé et le faire avouer. À minuit et 12 minutes, Mariana alluma les phares de sa camionnette et bloqua le chemin de terre dans un virage aveugle à seulement 2 kilomètres du portail de la ferme. Alaer freina brusquement, descendit en hurlant, demandant « Qui était ce fils de pute ?» qui l'empêchait de passer. Mariana sortit de la voiture avec une cagoule noire, une lampe de poche puissante et la seringue à la main. Alaer tenta de réagir, mais la douleur dans son cou fut rapide. En quelques secondes, il était par terre, désorienté, bafouillant. La jeune femme qui l'accompagnait s'enfuit dans la forêt, sans regarder en arrière. Mariana ne s'en soucia pas. Tout ce qu'elle voulait, et tout ce qu'elle avait planifié pendant des années, gisait maintenant sédaté au sol, respirant avec difficulté, sur le point d'être traîné dans l'enfer qu'il avait lui-même creusé.
Elle l'attacha avec des attaches en plastique industriel, lui mit un gros chiffon dans la bouche et le jeta à l'arrière de la camionnette. La route était cabossée, et chaque secousse faisait heurter son corps contre les parois du véhicule. Mariana conduisait avec un calme troublant, comme si c'était un vendredi comme les autres. Arrivée sur les rives du Rio Verde, où Gabriel avait été retrouvé des années auparavant, elle se gara en marche arrière, illuminant le talus avec les phares. L'endroit était le même. Des arbres secs, une odeur de boue, des cigales qui criaient dans l'obscurité. C'était là. Cela ne pouvait pas être ailleurs. Elle traîna à l'air jusqu'à la rive du fleuve, maintenant plus conscient, gémissant sous la muselière. Avec un couteau de pêche, Mariana lui coupa superficiellement le côté du visage et jeta l'eau trouble sur la blessure. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-elle, sans attendre de réponse. « C'est ici que tu as détruit ma famille. » Allaire essayait de se détacher, les yeux écarquillés, mais Mariana savait que la dose d'étorphine rendrait ses muscles faibles pendant encore plus d'1 heure. Elle s'assit devant lui et sortit de sa poche un enregistrement. C'était la voix de son frère Gabriel, dans une vieille vidéo de famille qu'elle avait numérisée. Le rire innocent résonna dans le sous-bois. Allaire se mit à pleurer. « Tu vas parler, Allaire. Tu vas tout raconter. Et je vais enregistrer. » Mariana posa un vieux magnétophone au sol, appuya sur le bouton rouge et posa le couteau sur sa poitrine. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux la vérité. » L'homme hésita, mais la douleur et la peur vinrent à bout de sa résistance. En sanglots, il avoua, il raconta comment il abusait de garçons pauvres de la ville, comment il payait des policiers et des procureurs pour étouffer les affaires, comment il avait choisi Gabriel parce qu'il était frêle et se promenait toujours seul après l'école. Il donna même le nom d'autres complices. Mariana n'interrompit pas. Elle écoutait seulement. Quand l'enregistreur s'arrêta, elle prit son téléphone portable, sauva l'audio sur le cloud et regarda Allaire avec un mépris brûlant. « Tu vas mourir ici. Mais pas comme un martyr, mais comme un ver. » Mariana attacha une pierre de 20 kilos à ses chevilles, avec des cordes de sisal. Elle souleva son corps avec difficulté, le traînant jusqu'à une partie plus profonde de la rivière. Allaire hurlait, suppliait, crachant du sang, mais il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Elle poussa le corps avec ses pieds et vit l'homme couler lentement, avalé par la boue. Elle resta là, immobile pendant quelques minutes, écoutant le son des bulles éclatant à la surface sombre. Puis elle prit l'enregistreur, le couteau, retourna à la camionnette et partit en silence. Dans le rétroviseur, le passé s'effaçait enfin. Le lendemain, la ville se réveilla avec la nouvelle de la disparition d'Alaer Mendes Braga. Les journaux locaux spéculaient sur un enlèvement, un vol à main armée ou une fuite. La jeune femme qui s'était enfuie de la ferme fut localisée, mais elle était en état de choc, incapable d'expliquer ce qu'elle avait vu. La police retrouva la camionnette abandonnée, sur un chemin de terre, et quelques jours plus tard, le corps d'Alaire flottant dans les eaux du Rio Verde, défiguré, avec une pierre attachée au pied. La ville se divisa. Certains déploraient la mort de l'homme de bien. D'autres murmuraient qu'il l'avait peut-être mérité. Mariana suivait tout de loin comme une spectatrice. Elle ne pleura pas, ne sourit pas. Elle se contenta de respirer profondément et retourna enseigner le lundi suivant. L'impact fut immédiat. L'audio de la confession, divulgué anonymement à la presse, explosa comme de la dynamite sur les réseaux sociaux. Le contenu était brutal. Nom de victime, date, méthode. Un scandale de pédophilie et de corruption qui impliquait des autorités, des hommes d'affaires et même un conseiller municipal de la ville voisine. Le ministère public fut contraint de rouvrir des affaires classées. 2 policiers furent arrêtés. Un procureur démissionna. Et le nom de Gabriel Ribeiro, jusqu'alors oublié, fit la une des journaux. Mariana regardait tout à la télévision, avec la même froideur que celle avec laquelle elle mémorisait les causes de la Révolution française. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle dormit sans cauchemar. Mais la tranquillité ne dura pas. Un détective de Belo Horizonte transféré pour renforcer les enquêtes commença à remarquer des schémas étranges. L'enregistrement ne semblait pas avoir été réalisé dans un environnement contrôlé, et l'audio contenait des bruits d'eau courante, de grillons, de coups, et la voix d'une femme en arrière-plan chuchotant des questions. Un expert identifia que l'enregistrement n'avait pas été obtenu par une écoute clandestine. C'était une confession forcée, réalisée en plein air. Les soupçons commencèrent à apparaître discrètement. Le commissaire local, ami d'enfance d'Alaire, se mit à examiner de vieux dossiers,
y compris celui de la mort de Gabriel. Et c'est là qu'il trouva le nom de Mariana. On l'appela pour témoigner. Elle vint, calmement vêtue de blanc, les cheveux attachés en un simple chignon. Elle nia toute implication dans la mort d'Alaire. Elle déclara que le jour du crime, elle était chez elle, en train de corriger des devoirs, et qu'elle n'avait pas eu de contact avec lui depuis des années. La police n'avait pas de preuves concrètes, aucune empreinte digitale, aucune trace GPS, rien dans la camionnette qui la reliait directement à l'événement. L'enquête se refroidit. L'affaire fut classée, une fois de plus. Mais pour Mariana, cela ne signifiait pas la paix. Elle savait qu'elle avait franchi une limite. La justice avait été rendue, oui, mais le sang sur ses mains ne s'effaçait pas avec de l'eau courante. Dans les mois qui suivirent, Mariana devint une figure entourée de respect et de méfiance. D'anciens élèves lui envoyaient des messages pour la remercier pour ses cours et pour le courage que, même sans preuve, tous la soupçonnaient d'avoir eu. Certaines mères lui remettaient des billets pliés avec les noms de leurs enfants disparus, demandant de l'aide. D'autres parents, en revanche, changeaient de trottoir en la voyant passer. La direction de l'école tenta de la muter, mais la communauté étudiante fit pression pour qu'elle reste. Mariana continua à enseigner bien que plus silencieuse, plus dure, comme si elle portait un poids invisible qui courbait ses épaules. La nuit, elle entendait encore la voix d'Alaère qui coulait dans le fleuve, comme un écho de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à enterrer. Puis, 6 mois plus tard, un nouveau rebondissement. Un journaliste d'investigation de São Paulo publia une série de reportages révélant que Mariana était l'auteur de l'enregistrement divulgué. Il utilisa des sources anonymes, croisa les dates d'accès au serveur cloud, traça les achats effectués avec son numéro de sécurité sociale, parmi eux, des seringues vétérinaires et des cordes. L'article devint viral. Des titres comme « La professeure vengeresse » et « La justice par ses propres mains » inondèrent les sites d'information. Certains la traitaient d'héroïne, d'autres de criminelle. Mariana fut de nouveau convoquée pour témoigner, cette fois avec un mandat de perquisition. Ils emportèrent son ordinateur portable, des clés USB et même de vieux cahiers avec des notes écrites à la main. Face à la pression publique et aux nouvelles preuves, le ministère public décida d'ouvrir une procédure pénale contre Mariana pour homicide qualifié, séquestration et dissimulation de cadavres. La plainte tomba comme une bombe à Montes Claros. Des manifestations se répandirent dans la ville. D'un côté, des gens avec des pancartes disant « La justice ne s'achète pas, elle se fait », et de l'autre, des conservateurs qui criaient « Ce n'est pas ainsi que l'on combat le crime ». La ville était divisée. Mariana, sur les conseils de son avocat, resta silencieuse. Elle refusa les interviews, ne répondit pas aux messages de ses amis et continua à enseigner jusqu'au dernier jour avant l'audience préliminaire. La veille du procès, elle quitta sa maison pour la dernière fois sans savoir si elle y reviendrait. Le tribunal était bondé. Journalistes, étudiants, politiciens locaux, curieux. Le juge venait de l'extérieur, de Teofilo Otoni, pour garantir l'impartialité. Le procureur la dépeignit comme une justicière déséquilibrée qui avait sapé l'état de droit. La défense, quant à elle, construisit un récit puissant sur l'impunité, le traumatisme et l'omission institutionnelle. Ils montrèrent l'enregistrement. Ils exhibèrent des photos de Gabriel. Ils relatèrent les abus couverts. Lorsque Mariana fut appelée à témoigner, elle leva les yeux, respira profondément et dit « J'ai fait ce qui était juste, et je le referai ». La phrase fit le tour du Brésil. Le procès dura 3 jours. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Des hashtags comme « Mariana innocente » et « Justice avec ses propres mains » dominaient Twitter. Des chaînes YouTube diffusaient en direct, avec des commentateurs juridiques qui débattaient que si Mariana devait être punie ou célébrée. Le dernier jour, pendant que le jury délibérait, Mariana resta assise, fixant le crucifix accroché au mur du tribunal. Son visage ne montrait ni peur ni remords, seulement de la fatigue. À 19h42, la décision fut lue. Acquittement par 4 voix contre 3. Le jury estima qu'elle avait agi sous le coup d'une forte émotion et que, bien que l'acte fût extrême, il avait servi à révéler un système criminel qui n'aurait jamais été découvert autrement. À la sortie du tribunal, elle fut accueillie par des applaudissements et des larmes. Des élèves l'embrassèrent. Des mères l'appelèrent courageuse. Mariana, cependant, ne sourit pas. Elle se contenta de lever la tête, de traverser la foule et de disparaître dans un taxi. Le lendemain,
Elle démissionna de son poste de professeur. Elle vendit sa maison, fit ses adieux à son père, maintenant malade et en phase terminale, et disparut de la carte. Des rumeurs apparurent qu'elle vivrait à l'intérieur du Piauí, qu'elle utiliserait un autre nom, qu'elle donnait des cours bénévolement dans une école rurale. Rien de confirmé. Mariana Alves Ribeiro devint une légende, non pas pour la mort qu'elle avait causée, mais pour la vérité qu'elle avait forcé le pays à affronter. Des années plus tard, dans une petite ville de l'arrière-pays du Piauí, un homme apparut sur la place principale avec un livre entre les mains. Le titre était « Vengeance et justice », l'histoire de Mariana Alves. C'était un journaliste d'investigation, fils d'un ancien élève de Mariana, et il avait passé des années à écrire ce qu'il considérait comme le récit le plus complet de cette histoire. Dans les pages, il détaillait non seulement le crime, mais aussi le courage et les dilemmes moraux d'une femme qui avait osé affronter le système corrompu. L'œuvre devint une référence dans les débats académiques, soulevant des discussions sur la limite entre justice et vengeance. Pendant ce temps, Mariana vivait loin des projecteurs, dans une petite maison en terre battue et en bois. De temps en temps, elle envoyait des lettres anonymes aux familles des victimes qui apparaissaient dans de nouvelles affaires d'abus ou de disparition. La voix qui avait un jour été entendue dans des enregistrements se cachait aujourd'hui dans des mots écrits, répandant réconfort et avertissement. Elle ne retourna jamais à Monte-Claros, mais elle savait que là-bas, dans cette ville, son héritage demeurait. Par une chaude nuit de juillet, une vieille amie d'université, maintenant commissaire à Belo Horizonte, reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un court billet. La justice ne se fait pas toujours dans les tribunaux. Parfois, elle se fait dans l'âme. 6 juin, il y avait un petit crucifix en argent, identique à celui que Mariana portait toujours autour de son cou. La commissaire sourit, ferma les yeux et glissa le cadeau dans sa poche. Elle savait que, où que se trouve Mariana, sa mission continuait. Monte-Claros n'a jamais oublié l'affaire. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Gabriel, les habitants allumèrent des bougies près du fleuve, en silence, comme un rituel non officiel. Les politiciens locaux, sous pression, commencèrent à approuver des lois de protection des enfants et à renforcer les enquêtes sur les crimes sexuels. Ce n'était pas suffisant pour effacer la souffrance, mais c'était un début. La ville, d'une certaine manière, se transformait. Et au fond d'elle-même, Mariana savait que son sacrifice n'avait pas été vain. En fin de compte, ce qui est resté de cette histoire n'était pas seulement la mort brutale d'un homme puissant, ni la vengeance d'une sœur désespérée. C'était le souvenir que lorsque le système échoue, le courage d'une seule personne peut faire vaciller les structures, et que la justice, bien que tardive et imparfaite, peut venir des mains les plus inattendues. Mariana Alves Ribeiro, la professeure d'histoire devenue justicière, ne cherchait ni gloire ni pardon. Elle voulait seulement que le nom de Gabriel ne soit pas oublié, que la douleur de la famille serve à quelque chose de plus grand. Et ainsi, dans les entrelacs du temps, son histoire perdure. Un avertissement et un héritage pour tous ceux qui luttent contre les injustices invisibles qui nous entourent.